Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est humoriste. Avec lui, chaque détail de la vie devient une pépite humoristique portée par un jeu d'acteurs. Il a su imposer sa signature, un humour de précision où chaque geste, chaque mimique et chaque silence devient le reflet de nos propres travers. Entre autodérision et satire sociale, il déshabille nos paradoxes, transformant le quotidien, donc le plus banal, en une épopée comique. Sofiane Etaï fait partie de cette jeune génération d'humoristes qui réinvente les codes du rire, prouvant que l'humour est sans doute la forme la plus élégante de l'intelligence. Il est au Maroc à l'occasion des Nuits de l'humour francophone organisées en partenariat avec l'Institut français. Ces nuits reviennent cette année avec une énergie décuplée et une programmation haute en couleurs réunissant sur une même scène des artistes venus de plusieurs pays. Sofiane Etaï, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. Le plaisir est partagé. En tout cas, comme je le disais à l'instant, vous êtes actuellement au Maroc à l'occasion donc de ces nuits. Parlez-nous un petit peu de cet événement, des préparatifs. Comment vous vous préparez pour cette tournée ? Mais, déjà, c'est un plaisir de venir jouer dans mon pays d'origine. Je suis content, donc je suis franco-marocain. Je suis très content de découvrir tout ça. Et puis, on a eu vraiment un coup de pouce de l'Institut français, voilà, qui nous a fait venir pour tout ça, en collaboration d'ailleurs avec d'autres institutions comme l'ambassade suisse, le bureau Québec, la délégation Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour organiser ces plateaux d'humour avec des artistes venus de pays vraiment différents de la francophonie. Donc je suis venu avec plusieurs collègues. Donc moi, Sofiane Etaï, je représente donc la France et le Maroc. Et nous avons Salim Chaïdi qui vient de Belgique. Nous avons Bruno Pecky qui vient de Suisse. Ray Bouiti qui vient du Congo, du Congo Pointe-Noire. Voilà. Et on a Théo Labbé qui vient du Québec. Voilà, donc on a vraiment une richesse culturelle. On a eu le bonheur en fait de jouer dans 3 villes du Maroc. Voilà, donc mercredi 25 mars, on a joué à Marrakech, à l'Institut français. Jeudi 26, on a joué à l'Institut français de Casablanca. Et vendredi 27, au cinéma Renaissance à Rabat. D'accord. En tout cas, des nuits qui étaient riches, où il y avait un échange quand même culturel avec tous ces acteurs dont vous avez parlé, tous ces humoristes. Comment c'était la préparation en amont ? Est-ce que vous avez préparé vos textes ? Vous vous êtes entraînés ensemble avant le grand jour ou comment ça s'est passé ? On a pris des morceaux, je pense, qui étaient universels. On a essayé de faire en sorte que ce soit compris par le plus grand nombre. Donc ce sont des morceaux que nous jouons régulièrement dans nos spectacles respectifs. Et ensuite, on les a proposés au public des différentes villes. Et ça nous a permis d'embarquer tout le monde. En fait, le plus important dans l'humour, c'est vraiment que les gens sachent de quoi on parle, qu'ils se sentent concernés. Et donc, on a pris des morceaux qui pouvaient vraiment convenir pour qu'il n'y ait pas de références trop françaises ou trop québécoises ou trop belges, trop suisses, trop congolaises. Voilà, on a essayé vraiment de ne rentrer dans aucune case. Voilà, vraiment pour du public lambda. N'importe qui peut apprécier les morceaux qu'on avait choisis pour ces spectacles. Tant que c'est un public francophone. En tout cas, avant de nous concentrer sur votre parcours d'artiste, on va projeter l'un de vos stand-up. Donc, un petit extrait pour que nos téléspectateurs puissent voir un petit peu de quoi on parle. Voilà. C'est tout de suite. Une fois, je suis parti jouer mon spectacle pour remplacer une copine qui n'était plus dispo. Elle avait été programmée pour son spectacle, elle m'a demandé est-ce que tu peux me remplacer. Je dis oui, bien sûr. Et quand j'étais sur la route, l'organisateur m'appelle et il me dit ouais, Sofiane, je voulais te dire, je peux pas être là ce soir et tout, mais je voulais te souhaiter bonne route, bon spectacle, et je voulais te prévenir que chez nous, ça vote à droite. Mais genre très 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 à droite. Et moi, je m'y attendais pas parce qu'on était loin de la Vendée. Et là, j'explose de rire. Je dis, tu sais pourquoi je rigole ? Je dis parce que ma première partie, c'est une femme voilée. T'imagines ou pas ? Le gars d'extrême droite qui a acheté une place pour le spectacle de ma pote, il se retrouve avec une femme voilée et un rebeu. Le grand remplacement. Tu vois ? Il va dire, voyons, vous l'avez dit. Et en vrai, tout ça, c'est des clichés, parce que autant les racistes ont des clichés sur nous, autant nous, on a des clichés sur eux. Je vous raconte ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, tout est vrai. La femme voilée, elle a cartonné en première partie. Mon spectacle derrière, ça a cartonné. On a mangé avec le public et on a discuté avec eux. On a passé une des meilleures soirées de nos vies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, on peut tous vivre ensemble et je trouve ça beau. Et en vrai, ça me donne même un nouvel espoir. Je me dis peut-être dans quelques années, si la situation part en vrille en France et que l'extrême droite passe au pouvoir, j'espère que le jour où ils vont se dire on vire tous les Noirs et tous les Arabes, qu'ils vont rajouter derrière
clair, Sofiane et sa pote, ils étaient marrants quand même. Le message à retenir, c'est qu'on peut tous vivre bien ensemble. Absolument, déjà. absolument. Et l'humour d'ailleurs est un excellent vecteur de vivre ensemble. Je pense que c'est important parce que il y avait un humoriste qui disait si on peut rire ensemble, alors on peut vivre ensemble. Moi, je trouve ça beau. Absolument. En tout cas, comment vous faites pour écrire vos textes, la démarche? J'imagine que vous inspirez du quotidien. Je fais beaucoup d'humour d'observation, donc je m'inspire du quotidien et je brode autour un petit peu, j'essaye de voir mettre le doigt en fait sur ce qui peut être drôle et que le commun, les gens qui ne font pas d'humour en fait ne vont pas repérer. J'essaye vraiment d'aller choper le petit détail qui va être drôle et les gens vont se dire mais c'est vrai, je le voyais tous les jours mais j'ai jamais fait attention. Donc ça c'est une technique qu'on utilise et j'aime beaucoup aussi utiliser justement l'humour comme une arme entre guillemets pour défendre des idées, des causes, tout ça. Donc dès qu'un sujet on va dire me fait souffrir ou quoi, je vais essayer de le tourner à l'humour. Je vais essayer dans la dérision pour véhiculer vos messages. La dérision et l'autodérision. Je fais beaucoup d'autodérision aussi pour dédramatiser, pour désamorcer des sujets qui peuvent être un petit peu compliqués. Comme par exemple là, voilà le racisme quoi. Oui, absolument. En tout cas, ça doit demander quand même un travail de fond qui est tout de même important, le fait d'être toujours au courant de ce qui se passe, toujours informé, pouvoir écrire ces spectacles, mais aussi le fait de pouvoir improviser sur scène, j'imagine. L'improvisation, en fait, chaque humoriste la vit différemment. Il y a des humoristes qui refusent complètement, donc ils jouent presque avec un quatrième mur, comme si le public n'était pas là. Et il y en a certains qui, au contraire, s'en nourrissent. Moi, en tant que stand-upper, comme j'enlève le quatrième mur, je parle avec les gens, je les interpelle très souvent. Et si quelque chose m'est servi de la part du public, je vais m'en servir. Je vais me dire vraiment, il faut rebondir là-dessus. Je veux surtout pas refuser les obstacles. Donc, dès que quelqu'un va me dire quelque chose, je vais même arrêter mon texte pour partir sur ce qui vient de se passer et ensuite revenir dans mon texte. Mais l'improvisation, oui, ça peut être une part de notre travail sur scène. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose de très populaire. C'est ce qu'on voit surtout sur les réseaux aujourd'hui, avec des interactions publiques, des gens qui font partie du spectacle finalement, et ça part d'une improvisation qui n'était pas prévue par définition. Et des fois, ça peut être une improvisation qui soit un petit peu préparée, non ? Alors, officiellement, ça ne devrait pas en tout cas être préparé, mais ce qui se passe, je pense, avec beaucoup d'humoristes qui font beaucoup d'improvisation, c'est que la première fois, c'était une véritable impro, il s'est passé quelque chose dans la salle et ils ont improvisé, donc c'était sincère, et la fois d'après, par exemple 6 mois plus tard, ils vont se retrouver avec la même situation, par exemple quelqu'un qui va leur parler du même métier, et ils vont se rappeler de la blague qu'ils avaient improvisée et ils vont la sortir. D'accord. Donc c'est une improvisation, et ensuite ils utilisent donc des tiroirs de blagues. En fait, ils savent très bien que tel métier, ils ont telle blague qu'ils peuvent utiliser. Voilà, c'est plutôt ça. Quand je dis une improvisation préparée, c'est-à-dire que c'est pas une scène ou une mise en scène qui voilà, non, mise en scène, ce serait de la triche. C'est-à-dire qu'en tant qu'humoriste, vous devez avoir certains scénarios que vous imaginez en tête avant de monter en spectacle, et vous vous dites si ça arrive, pourquoi pas, je pourrais sortir cette blague-là. Mais ce qui est bien avec le public, c'est qu'en vérité, on ne peut jamais prévoir. Il peut se passer des choses, on ne les avait pas prévues du tout, et à ce moment-là, c'est à nous d'improviser. Et même, quelque part, même si on n'a pas de blague vraiment, le public aime ce côté spontané et naturel. Donc même si on a juste une réaction, rien que ça, déjà, ça permet de diffuser le rire dans la salle. Et j'imagine que cette authenticité, ça se ressent. C'est important, le public le ressent. Le public aime les humoristes sincères et qui font ça avec le cœur. Et nous, on aime le public qui vient avec le cœur aussi, parce que c'est un échange d'énergie en fait. Plus le public donne d'énergie, plus il en reçoit en retour, et plus les soirées sont belles. Et plus il est bon de vivre ensemble. Absolument. En tout cas, on dit souvent, donc Sofiane, que l'humoriste est un sociologue qui s'ignore. Comment, donc, selon vous, ou j'ai envie de vous demander, comment puisez-vous dans tout ce qui vous entoure pour faire ce travail sociologique et utiliser un petit peu tous les éléments du quotidien pour véhiculer des messages et faire rire les gens aussi? Je pense qu'en fait, c'est juste qu'on a un outil en plus par rapport aux gens qui n'ont pas la scène. Je pense que tout le monde, quelque part, tout le monde est un sociologue qui s'ignore, mais juste nous, on a la possibilité d'avoir un micro et d'en faire des messages. Et on sait que l'humour est un très bon moyen de diffuser les messages et de faire passer des idées. Donc, on utilise en fait nos frustrations en tant que citoyens, tout simplement. Citoyens, monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et ensuite, on va les utiliser, on va noter. Des fois même, il va nous arriver des galères dans nos vies, des galères qui arrivent à tout le monde. On va en souffrir, mais
bizarrement, pendant qu'on est en train de, par exemple, un accident de voiture, je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais pendant qu'on est en train d'attendre les pompiers qui vont arriver ou quoi, on est en train de se dire, faut pas que j'oublie ça, ça va être marrant à raconter. On se sert de tout en fait. Donc on a ce petit outil en plus, le micro, pour faire passer nos idées. Mais en vrai, je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Et nous, on saute le pas, on monte sur scène et on le présente aux gens. Mais tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde est un sociologue qui s'ignore. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont encore trop sacrés ou trop tabous, qu'on a du mal à aborder, en tout cas en utilisant l'humour? Je pense qu'en fait, ça dépend du public à qui on s'adresse. Par exemple, selon les pays, il y aura des sujets qui vont être tabous. Sensible. Oui, sensible, tout ça. Après, c'est à chacun de voir, parce qu'il y en a certains qui vont se faire une spécialité et un plaisir d'aller titiller ces sujets-là. Moi, c'est pas mon style. Moi, je suis plus dans l'humour familial et le rire ensemble, le vivre ensemble. Donc, moi, je vais aller sur des sujets plus cool, même si, par exemple, justement, le racisme, je vais traiter des sujets très, très durs comme ça, mais je vais les traiter avec ma manière un petit peu... Moi, je suis un gros nounours. Donc, vous voyez, je vais le traiter de manière gentille et j'ai la chance, on me fait souvent ce retour, d'avoir un bon capital sympathie. Donc je peux me permettre, jamais en étant méchant ou en étant choquant ou quoi, j'essaye toujours de taquiner un petit peu. Voilà. Mais il y en a par contre, c'est leur spécialité au contraire, et ils veulent aller dans l'humour un peu trash, un petit peu rentre dedans, et ils vont prendre ces sujets-là. Au contraire, quand on va leur dire ne parle pas de ça, son sujet va être ça. Exactement. Moi, c'est pas mon style, mais quand je pense qu'on peut traiter de n'importe quel sujet, la fameuse question peut-on rire de tout, je pense que oui, à partir du moment où c'est bien écrit, où c'est bien fait, et on sent que l'intention de la personne derrière le micro n'est jamais mauvaise. Si on sent bienveillance. Voilà. Si on sent de la bienveillance, même le sujet le plus grave pourra passer. En tout cas, on a besoin de rire dans ce monde aujourd'hui qui devient absolument, de plus en plus complexe et de plus en plus tendu. Est-ce que vous avez remarqué des changements, on va dire une évolution dans le public, dans les attentes du public en ce moment? Est-ce qu'il y a une évolution qui est en train de s'opérer par rapport au rire? Alors le public, en fait, maintenant, avec l'émergence des vidéos d'improvisation, justement, sur les réseaux, a une tendance à avoir un peu peur de venir voir du stand-up et surtout de se mettre au premier rang. D'accord. Il y a toujours eu cette appréhension, mais là encore plus, parce que les gens savent qu'il y a de plus en plus de vidéos d'impro, donc ils se disent je me mets pas au premier rang parce que je vais me faire attaquer, je vais me faire vanner, et en vrai c'est un phénomène plutôt minoritaire. Les humoristes qui vannent vraiment de manière frontale le public, ils le font déjà en vrai avec une vraie gentillesse derrière, donc tout va bien, et surtout ils le font pour des gens qui veulent ça. Dans la plupart des salles, c'est pas du tout ça. C'est du spectacle vivant, il y a de l'échange, mais c'est pas un moment d'improvisation où l'humoriste va s'en prendre au public. Mais il y a une petite appréhension par rapport à ça, et aussi je pense que les gens veulent pas rire de certains sujets, avec l'évolution des mœurs et tout simplement. Les gens sont un peu plus méfiants. Des fois, quand ils entendent un sujet un peu trop clivant, ils vont avoir tendance à se fermer. D'accord. Donc, certains sujets peuvent rendre nerveux le public, mais justement, si on y va de manière assumée, quelqu'un qui va faire du trash, et donc c'est la ligne, vraiment, c'est la ligne éditoriale, là, à ce moment-là, le public l'accepte parce que de toute façon, ils sont venus voir 7 humoristes pour ça. Voilà. Mais pour la plupart des spectacles, ça va, le public est comme avant, le public veut rire, se détendre et oublier ses problèmes, tout simplement. Être sur scène et maintenir cette énergie, c'est quand même une endurance. J'imagine que ça demande de la préparation, un mental qui soit aussi solide. Psychologiquement, oui, c'est vrai que c'est très dur, parce que même si on bouge pas beaucoup sur scène, des fois on peut finir presque essoufflé. Enfin, en tout cas, mentalement, il y a des fois on sort après une scène éprouvante, on a l'impression d'avoir tapé un marathon, quoi. Ça prend combien de temps, la préparation d'un spectacle et puis l'écriture, en fait, ça dépend. Il y en a qui peuvent écrire très très vite, il y en a qui peuvent écrire en quelques mois, en quelques années parfois. Vraiment, chaque humoriste a son rythme. Mais la préparation avant chaque spectacle, ça dépend aussi. Il y a des humoristes, par exemple, moi j'ai tendance à arriver vraiment dernier moment. J'arrive, je mets ma tenue et puis je prends le micro, je monte sur scène. Et il y en a, au contraire, ils ont besoin de venir bien avant, de s'imprégner de la scène, de vraiment tâter un petit peu la salle, faire des tests son, faire même un filage, ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire qu'ils vont dire tout leur texte et ensuite seulement être prêt à recevoir le public. Moi, toute cette partie-là,
C'est pas vraiment mon style. Moi, j'arrive et j'y vais. Enfin, comme c'est vraiment du stand-up et je parle avec les gens, j'y vais. J'essaye d'y aller de la manière la plus naturelle possible. Donc, même répéter tout ça, j'essaye d'éviter pour y aller vraiment à blanc, quoi, entre guillemets. Et qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, justement ? Le besoin de rire. Franchement, la situation elle est tellement compliquée dans le monde entier. On a tellement besoin de rire et les retours que les gens nous font, ça nous fait du bien. J'ai vécu un truc l'autre jour, j'en discutais avec l'équipe de l'Institut français. On avait en fait un show à côté de Nancy et j'ai un monsieur qui vient me voir. Donc on était plusieurs humoristes, comme sur les shows qu'on a fait donc au Maroc. Et le monsieur est venu me voir avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il était tout sourire comme ça et il m'a dit « J'ai adoré la soirée, c'était génial, merci. Je suis en burn-out depuis le mois de juin. » D'accord. Et la phrase m'a choqué parce que quelqu'un en burn-out, on ne s'attend pas à ce qu'il soit tout sourire comme ça. Et vraiment, ça m'a tellement touché. Je lui ai dit « Je me permets, est-ce que je peux te prendre dans mes bras ?» Je l'ai pris dans mes bras comme ça. Je lui ai dit « On a besoin de faire rire les gens justement. » Et ce retour-là nous prouve que notre métier est nécessaire. À l'époque, pendant le Covid, on nous avait appelé un peu les métiers non essentiels, mais en vérité, on se rend compte que c'est essentiel. Bah oui, parce que vous avez quand même un impact, votre parole a un impact et on peut faire passer certains messages par l'humour qu'on ne ferait pas passer autrement. Totalement. Et ça nous fait autant du bien à nous qu'au public. Quand le public nous dit qu'il a adoré et que ça lui a permis d'oublier ses problèmes, nous, ça nous fait du bien aussi. Donc, c'est un échange gagnant-gagnant, c'est magnifique. Merci à vous, Soufiane et Thaïs. C'était un plaisir de vous avoir comme invité. Merci, plaisir partagé. Merci à vous. Et merci à Mehdi 1. Partagez un petit peu la personne que vous êtes avec le public. Merci beaucoup. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.